Bonjour. Donc effectivement, la question qui se pose, c'est qu'après cette période totalement inédite où le luxe a fait déjà preuve, a passé beaucoup de crises, mais celle-ci est très particulière. Et du coup, elle va révéler durablement un certain nombre de tendances majeures sur lesquelles il va falloir s'installer et construire ces nouveaux luxes. Et quand on regarde un petit peu ce contexte très particulier, il a déclenché finalement plusieurs facteurs chez les clients du luxe. Le premier, c'est un contexte de fragilité inédite. C'est une fragilité qui, par le soudaineté de cette crise, cette mondialisation, ce côté très finalement invisible de la crise, a construit une fragilité qui est à la fois physique, mise en danger, morale, sociale, économique. C'est la première fois que les clients du luxe sont touchés de façon si frontale. Un contexte également de protectionnisme. Ça crée une espèce de réflexe de souveraineté, de se replier sur soi. Dans un contexte d'un luxe mondial, global, c'est assez nouveau. Une explosion digitale, à la fois parce qu'on a été contraint de s'enfermer, de se cloisonner, et finalement, le digital est devenu collectif, il a imposé un nouveau modèle de communication, un modèle d'achat, et des marques de luxe s'étaient engagées déjà, mais l'accélération les guette, l'urgence digitale, l'urgence écologique également, puisque c'est la première fois qu'il y a un lien aussi fort entre l'écologie, la santé de la planète, la santé de l'individu. Donc là, on entre dans un sentiment d'urgence. Et enfin, cette décélération, ce courant du slow qui immédiatement vient dans l'esprit des consommateurs. Pourquoi aller si vite? Pourquoi tout cela? Il faut réduire la vitesse et reprendre le temps de bien faire les choses. Donc 5 tendances majeures qui vont définir finalement un nouveau luxe, des nouveaux luxes, qui vont finalement s'exprimer à travers toute une série de grandes, je dirais, directions pour les marques de luxe, pour les acteurs du luxe. La première, c'est un luxe fondamental. Chaque fois qu'une crise est arrivée sur le territoire du luxe, immédiatement, il y a un recentrage. Il y a ce retour aux fondamentaux. L'étude le montre ici. Quand on demande quels sont les mots qui définissent le mieux le luxe, regardez les 5 mots qui sont clés. L'excellence produit du savoir-faire, la rareté, l'excellence du service, surtout chez les jeunes, l'exclusivité et le statut, la réussite sociale. On revient à un luxe de tradition. Le deuxième facteur important, c'est le luxe engagé. Le luxe engagé, c'est un luxe dont l'engagement n'est pas simplement un engagement dans une direction ou l'autre. Il faut que le luxe communique son engagement. Pendant longtemps, le luxe a réalisé toute une série de choses qui allaient dans les directions de l'engagement, mais il n'a pas forcément parlé aux bons acteurs. Il faut là s'exprimer vis-à-vis des clients en leur parlant de cette contribution à la société. Le luxe doit s'engager, doit être généreux, doit être dans le partage. Un luxe qui doit respecter l'environnement, et à ce point-là, c'est inédit. Il y a une peur de toxicité, il y a une peur sur la supply chain, il y a une peur sur la façon dont les choses sont faites. Le luxe a cette capacité à construire un discours fort là-dessus. Sur la relation au client aussi, retrouver une certaine forme, on parlait tout à l'heure de décélération, un caractère plus paisible, plus enveloppant, plus rassurant pour les clients, avec une posture moins directive, moins hautaine et plus de proximité. Et enfin, dans l'exemplarité RSE, bien entendu, le luxe doit protéger, doit suivre et respecter ses propres engagements par rapport à ses salariés, par rapport à la société, par rapport à l'entreprise. Autre élément déterminant, c'est un luxe responsable. Un luxe qui doit comprendre ce qui se passe, qui doit intégrer cette nouvelle donne de la société en se montrant plus dans la recherche de sens, d'essentialisme, la valorisation du durable, le recyclage, le zéro waste. On voit tout ce courant du second hand et du luxe d'occasion et du luxe de la location qui monte. Ce n'est pas neutre. C'est un phénomène majeur qui va s'installer durablement. La simplicité, la discrétion, pas de provocation, rester humble, rester simple, rester discret. Et enfin, la conscience du prix. Le prix deviendra un enjeu déterminant pour les cibles de clientèle du luxe parce qu'effectivement, le prix va devenir un élément de choix et un élément d'arbitrage. Le luxe inclusif, on l'a vu dans nombre de communications où il y a eu des crises, des effets de rupture ou finalement de désamour vis-à-vis d'acteurs ou de marques, de maisons qui n'ont pas respecté l'inclusivité, respect des minorités, intégration culturelle, fin des modèles imposés, enfin respecter l'individu pour ce qu'il est, la façon dont il a envie d'être s'exprimer et non pas sur des modèles imposés, exclusivité plutôt qu'exclusion. Ce sont des mots-clés. Un luxe également
digital participatif. L'accélération qu'on a vue se produire dans les derniers mois a été imposée mais d'une certaine manière a déplacé de façon durable, voire définitive, la façon dont on consomme le digital, dont on agit avec le digital. Un digital plus participatif, from sharing to experiencing. C'est ici, on l'a vu, des chiffres colossaux. On le voit ici, plus 20% de trafic website sur des sites de marques de luxe en 2020, plus 70% de beauty live usage posté sur Instagram, 315 millions de downloads sur TikTok. Je ne vais pas lire tous les chiffres, ils sont conséquents. Le luxe participatif dans l'expression digitale est engagé. Autre tendance, c'est le luxe protecteur. Un luxe protecteur, c'est important. Une des conditions de la résilience du luxe, c'est bien sûr qu'il s'installe dans la durée, mais ça, le luxe sait le faire. Il a passé les crises, il a passé les périodes, il a toujours été là. Le luxe est par nature résilient. Le luxe est par nature fondamental. Le luxe est par nature s'installe dans la durée. Il faut là aussi qu'il considère la protection de ses propres clients. Et là, on touche à cette notion de bien-être, de générer une certaine forme de confort, de réconfort de ses clientèles. Et ça passe, bien entendu, par plusieurs dimensions. La notion de protection passe par une dimension mentale. Ce mental wellness, qu'on dit en anglais, est un joli terme, ce bien-être mental, c'est lié au fait que ce cloisonnement, cet enfermement, cet isolement dans lequel les clients de luxe se sont retrouvés, il y a un besoin aujourd'hui d'évasion, de refuge, de se déstresser, de se détoxer de cette société qui les a beaucoup angoissés, et donc un besoin aussi de se retrouver dans ce cocoon, dans cette protection de proximité. Le luxe peut jouer ce rôle d'accompagnement psychologique, mental de ses clients. Il doit le faire parce que c'est une condition de leur santé et de leur résilience. Autre élément, c'est le bien-être physique. On a été enfermé, on a été finalement déséquilibré, on a perdu l'harmonie de notre vie et on a aujourd'hui une certaine inquiétude quant à la santé. Et la santé de l'individu, c'est clé dans son moral, c'est clé dans sa capacité également à consommer. Et il faut que le luxe protège le bien-être physique de ses clients, de ses clientèles, en les accompagnant dans une démarche d'expérience, de moment, passer et qui va leur permettre justement de se reconstruire physiquement face à cette espèce finalement d'abandon qu'ils ont ressenti de la partie physique de leur activité. Et le bien-être social, resocialiser, redonner aux gens le plaisir d'être ensemble, plaisir qu'ils ont perdu, mais dans un contexte de safety. C'est ce safe socialisation qui est clé. Demain, les marques de luxe, à tous les moments de la socialisation, devront penser que les consommateurs, les clients, auront besoin de se sentir en sécurité et de s'en sentir reconnectés. On ne va pas pouvoir rester loin les uns des autres pendant très longtemps, il va falloir se rapprocher. Et puis enfin, le bien-être ambiant, c'est le bien-être du retail, c'est retrouver dans le retail physique et digital d'ailleurs, un espace public et un espace privé, un espace loisir, et cet espace retail doit se réinventer, doit se reconstruire autour de ces nouveaux enjeux. Et enfin, last but not least, mais c'est très important, le luxe, c'est une compensation. Le luxe a toujours joué sur la notion de plaisir, la notion de plaisir, voire extrémisé. C'est ce que les clients du luxe vont attendre du luxe, un besoin d'émotion, un besoin de créativité, de retrouver des plaisirs finalement simples, mais tellement nécessaires à son bien-être psychologique. Et puis, j'allais jusqu'à du gaming, ce mood booster, redonner aux gens le plaisir de la joie, du plaisir, de l'émotion dont ils ont tellement besoin dans des périodes aussi difficiles. Voilà, donc on est effectivement dans beaucoup de registres. Le luxe doit se réinventer, le luxe doit retrouver un nouvel élan s'il veut continuer à rester aussi désirable qu'il l'a été à travers toutes les crises qu'il a passées jusqu'à aujourd'hui. Si on était philosophe, on pourrait vraiment dire que le luxe est en train de passer de l'esthétique à l'éthique. On le voit puisque toutes les valeurs dont vous avez parlé sont des valeurs morales et éthiques. L'engagement, la responsabilité, le care, la sublimation des traditions, des savoir-faire. Tout ça, finalement, ça ramène à un individu qui, évidemment, est à la recherche d'émotions, de beauté, de choses qui le retirent de son quotidien, mais en même temps,
il y a cet essentialisme, donc cette recherche de sens qui est au cœur de tout. Et vous nous avez magnifiquement résumé tout ça. Merci beaucoup Stéphane Truchy pour cet engagement à méditer pour tout le monde, pour tous ceux qui s'occupent de luxe aujourd'hui. Et j'espère à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ne faites pas de farce. Merci Ariel. Merci beaucoup à Stéphane Truchy, pour président directeur du directoire de l'IFOP. Et j'accueille maintenant deux résistantes, parce qu'on résiste avec son corps. Florence Martin-Kessler et India Bouquerel. Tous les ans, vous savez, elles sont avec nous pour ce qu'on appelle le Live Magazine. Le Live Magazine, c'est une forme de journalisme qui se fait sur scène, en réel, avec une absence de captation du reste. Et tous les Luxury Summit, vous les retrouvez sur la scène du Théâtre Marigny. Cette année, évidemment, les circonstances sont un peu particulières. On a envie de savoir comment elles ont réussi à s'adapter face à ce qui nous arrive depuis le printemps dernier. On leur a posé tout simplement la question.